Bonjour à tous et bienvenue dans Cup of Dev. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, nous allons parler des rituels agiles. Je suis Benjamin, je travaille dans le développement informatique depuis 5 ans maintenant et actuellement en mission dans l'e-commerce avec une équipe d'environ une dizaine de personnes. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Marianne. Bonjour, moi je suis développeuse depuis 4 ans maintenant et actuellement je travaille pour une entreprise dans le service public avec une petite équipe de 5-6 développeurs et nous on adore utiliser les rituels agiles. Et du coup, j'ai envie de commencer par une question. Marianne, quels sont tes indispensables? Alors, mes indispensables pour les rituels agiles, je pense que mon petit chouchou c'est le daily tous les matins. On commence notre journée avec un petit point en équipe où on parle de notre journée et de ce qu'on va faire. Ensuite, j'aime beaucoup la rétro. Pareil, un point d'équipe où on parle de tout ce qui s'est passé pendant nos 2 dernières semaines de travail et où on peut faire le point sur ce qui a amélioré et ce qu'il faut garder. Et je pense après un rituel qui est intéressant aussi, c'est le refinement qu'on donne à d'autres noms aussi, mais bon, le terme c'est refinement le plus connu, où on discute entre devs mais aussi avec le métier sur comment exécuter une fonctionnalité et la faire au mieux, la découper, discuter de ça. C'est toujours très intéressant avant de se mettre à coder. Et voilà, ça c'est mes petits chouchous. Et toi, est-ce que tu en as, Benjamin? Alors, les chouchous, bien sûr, hein, beaucoup. Pour moi, les plus importants restent la rétro. La rétro, pour moi, c'est vraiment le centre névralgique d'une équipe, ce qui fait fonctionner correctement une équipe. Et les cadrages, les différents types de cadrages qui vont permettre de structurer le bon fonctionnement de l'équipe et le bon fonctionnement en fait, de tous les rituels qu'on peut avoir. Et surtout, de donner une nécessité aux autres rituels qu'on pourrait rajouter par-dessus. Et du coup, là-dessus, ma question, c'est pour toi, au quotidien, est-ce que ça se passe bien? Eh bien, c'est une très bonne question, Benjamin. Disons que j'ai eu deux relations très différentes avec les rituels agiles. Une première où c'était pris très au sérieux et c'était très scolaire et finalement très désagréable. On retrouvait le daily, on retrouvait la rétro, les refinements. On avait aussi un sprint planning qui était très long et qui nous permettait de noter toutes les tâches qu'on allait avoir à faire pendant nos 2 prochaines semaines. Et en fait, c'était très désagréable parce que finalement, on subissait plus qu'autre chose ces rituels. On voyait pas trop ce que ça nous apportait et on sentait bien que c'était pesant pour tout le monde. Et donc, première expérience un peu compliquée. Néanmoins, je sentais bien que il y avait une bonne volonté derrière, que c'était important pour structurer notre travail d'équipe, mais que c'était pas ça qui fonctionnait avec ces gens-là avec qui je travaillais. Et c'était dommage, et je suis restée un peu avec un arrière-goût bizarre sur ces rituels. Et ensuite, j'ai pu changer d'équipe, changer d'ambiance complètement. Et là, j'ai redécouvert ce que ça pouvait apporter, des rituels agiles. J'ai découvert des délits où on parlait plus un peu de notre journée tranquillou et de nos anecdotes plus que exactement ce qu'on avait fait sur tel ticket, telle fonctionnalité. Donc beaucoup plus agréable, des rétros où on donnait la responsabilité à des personnes différentes de les gérer. Et du coup, bah, forcément, on s'implique un peu plus dans ce qu'on fait pendant une rétro. On lui donne des petits icebreakers sympas, on fait des petits jeux pour donner une bonne ambiance. Et du coup, tout de suite, ça paraît plus agréable et on n'a pas envie de les manquer, du coup, ces rituels. Et du coup, c'est bien plus sympa. Dans tout ça, j'ai noté que tu as parlé des daily et d'un point assez, enfin, je trouve personnellement assez important et assez différenciant dans la réussite de ce genre de point journalier. Tu parlais du côté du côté, je n'ai pas ce besoin d'expliquer tout ce que j'ai fait nécessairement dans un ticket. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur la différence que tu avais justement dans cette relation de la première fois qui était plutôt conflictuelle et quelque part un échec sur la façon d'appliquer les rituels agiles et plutôt la deuxième fois où tu te sentais plus à l'aise et plus libre? Oui, je pense que en fait, la première fois, je l'ai toujours vu comme, je devais faire un rapport de mon travail finalement. C'était avec notre product owner, tous les développeurs, parlaient de chaque ticket sur lequel ils étaient assignés et à quel point ils avaient avancé. Et si on voyait que ça faisait un petit moment qu'il était dessus, on commençait à lui dire: «Bah alors, qu'est-ce qui se passe?» Et du coup, c'était presque un peu un petit stress à dire: «Merde, ça fait mince, ça fait un petit moment que je suis dessus, qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour me justifier?» et cetera. Alors que c'est aussi un moment où on nous rappelle que si on a des soucis, c'est là qu'il faut poser nos questions. En fait, j'avais plus l'impression que j'allais me faire taper sur les doigts, ce qui est dommage, je pense. Alors que
Là où je travaille actuellement, bah, au contraire, ça va être beaucoup plus tranquille. Et je pense que ce qui fait une grosse différence, c'est que contrairement à là où j'étais avant, on est rarement seul sur un ticket. Et en fait, on est déjà tous beaucoup plus au courant de ce qui se passe de base. Et du coup, c'est beaucoup moins compliqué d'aller dire qu'il y a eu un souci parce qu'en fait, on n'était pas seul face au souci. Et que donc, c'est plus justifié si on a bloqué un peu dessus. Mais je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'est surtout le côté, bah, on commence pas direct à partager l'écran et à montrer, souvent, bah, là c'était un board avec les tickets, mais on commence d'abord par papoter, demander comment ça va, on met la caméra quand on est en distanciel, donc on se voit, c'est chouette. Et c'est pas, voilà, c'est Un moins côté plus humain. militaire. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Bah, c'est souvent ce qu'on remarque, je trouve surtout dans le daily, je trouve que c'est vraiment l'indicateur de la forme d'une équipe et c'est là où on va beaucoup voir ce genre de problématiques apparaître, où très vite, le daily, va devenir un moment un petit peu de flicage. Moi, c'est quelque chose que j'ai aussi vécu plusieurs fois et qu'on a remonté plusieurs fois en rétro, mais très souvent, bah, les mauvaises habitudes arrivent où on a un besoin de se justifier. Tu parlais d'un point intéressant, c'était le fait que les personnes de ton équipe étaient plus au courant de ce sur quoi vous étiez en train de travailler. Ouais. Oui, je pense que le, alors, je pense qu'il y avait plein de problèmes là où j'étais avant. Mais dans l'équipe, j'étais la seule responsable de la partie front de l'application. Et tous les autres étaient plus responsables de la partie back. Donc déjà, en plus, il y avait cette situation où j'étais un peu toute seule dans mon coin. Et justement, je pense que le daily aurait dû être là pour me rattacher à mon équipe. Et finalement, comme c'était quelque chose de très expéditif et juste, on voulait juste s'en débarrasser le plus vite possible et dire oui, oui, c'est bon, j'avance sur ça m'a pas aidé là-dessus. Et du coup, à part voir ça comme un petit stress de mince, ils vont voir que ça fait 3 semaines que je suis sur mon ticket, ils vont se dire qu'est-ce qu'elle fait celle-là. Eh ben non, en fait, c'est pas un souci, surtout qu'il y en avait certains qui savaient très bien toucher au front aussi, donc bon. Est-ce qu'il y avait une différence, enfin, nécessairement une différence entre les deux façons que vous aviez dans tes deux équipes d'approcher ces rituels et surtout le daily, puisque c'est de ça qu'on parle en Mm. l'occurrence, mais surtout est-ce qu'il y avait une différence dans la façon dont cet événement était animé? Est-ce qu'il y avait vraiment un porteur? Est-ce que vous avez un rituel, du coup, c'est un peu le cas de le dire, mais un rituel pour animer cet exercice? C'est une bonne question. C'était un souci ou qui revenait des fois en rétro de laisser pas tout le temps la même personne partager son écran pour montrer le board avec les tickets. Mais c'est vrai que très souvent, c'est notre product owner qui se retrouvait à devoir le partager parce que personne d'autre voulait le faire. Et du coup, bah voilà, le product owner, il lisait les tickets et on disait, bah ouais, j'en suis là, machin. Mais c'est vrai que des fois, on essayait de tourner, des fois, c'est moi même qui partageais l'écran, mais j'avais un peu ce sentiment d'être seule face à mon écran partagé et de temps en temps, il y avait quelqu'un qui daignait répondre à mes questions. Je pense qu'il y a un peu comment dire, un enchaînement de comme on voit bien que telle personne n'est pas très engagée, bah t'as pas non plus envie de beaucoup t'engager. Et au final, on a un espèce de commun accord de bon bah le délit c'est ça et on essaie juste de faire ça passer vite avec le moins de douleur possible. Et je pense que comme j'avais jamais eu d'autres expériences de délit auparavant, je me suis juste dit bon bah le délit c'est ça en fait, c'est on parle vite fait de nos tickets et puis dès que c'est fini basta quoi. Alors que maintenant je me suis rendu compte que ça pouvait être un point où on se Hmm. rassemble en équipe et où on se rapproche finalement, on discute de tout et c'est pas juste bon bah j'ai fait ça hier, je ferai ça aujourd'hui, ciao bye bye. Et on échange aussi entre nous. C'est vrai que très souvent, il y a bah, deux points assez cruciaux dans ces problématiques. C'est bah, le côté humain. C'est vrai qu'on oublie très souvent que même si on est effectivement là pour le travail, on reste avant tout des êtres humains. Et donc la discussion reste quelque chose bah, d'importante. Mine de rien, ça brise un petit peu les barrières. Ça rend l'exercice et même le quotidien plus agréable de pouvoir échanger un petit peu avant de commencer le daily. Et très souvent animé par un product owner, ce qui est évidemment pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'assez souvent, côté dev, c'est perçu comme le product owner qui a besoin de savoir comment est-ce que ça avance, alors qu'originellement le daily n'était pas forcément prévu pour ça, ce qui dénature un petit peu l'exercice. Et du coup, on arrive très rapidement sur une sensation de l'exercice devient vraiment une corvée, et on a du mal à sortir un peu de ce cercle Mm. vicieux. Et je pense avoir remarqué, parce que du coup on parle beaucoup du daily, mais il y avait d'autres rituels qui étaient aussi mal Mhm. vécus, enfin en tout cas par moi.
par exemple les rétros où vraiment c'était aussi assez lourd, on faisait toujours le même type de rétro, toujours le même format. Et on voyait bien que bon, il marchait pas beaucoup, mais surtout, je pense que c'est le manque d'engagement de personnes cruciales qui faisait que bah, on n'avait pas envie de s'engager non plus. Je pense à mes lead dev par exemple, qui étaient très peu engagés, qui des fois ne venaient même pas. Et du coup, il y a un peu cette perte de, en fait, si même mon propre lead dev de mon équipe il vient pas, enfin, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment une équipe, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là? Si lui il prend pas la peine de venir, pourquoi est-ce qu'on Ouais, fait aller complètement. discuter de nos problèmes d'équipe et comment l'améliorer si une des personnes cruciales est pas là? Et je pense que ça n'a pas du tout aidé. Enfin, finalement, le manque d'engagement de certaines personnes ont plus encouragé le fait qu'on s'engage encore moins, plutôt qu'au contraire, on se remotive et on se dise, allez, on essaie de faire un truc sympa. Et je pense que c'est ce que je vois, la plus grosse différence que je vois entre mes deux expériences différentes et les deux équipes très différentes. C'est le manque d'engagement qui découle un peu, enfin, et qui fait que ça devient une corvée. Bah, c'est vrai que, enfin, étant même tech lead actuellement sur ma mission, je remarque ça beaucoup, c'est que il y a quand même un rôle qui vient avec et l'importance de, quelque part, et montrer l'exemple et aussi motiver son équipe, ça va avec le rôle, ça s'accompagne avec le rôle. Et pour revenir sur les rituels, ce qui est très dommage, c'est que dans ce genre de moment où on commence à avoir des situations d'équipe un petit peu dysfonctionnelles, on se rend compte que tous ces rituels-là, tous ces exercices-là deviennent effectivement des corvées, sont vécus comme des obligations, alors que leur but initial, c'est justement d'avoir une sorte de plein d'éléments qui nous permettent de structurer notre équipe, de trouver comment faire fonctionner notre équipe. Et justement, l'élément le plus central dans tout ça, qui est la rétro, est quelque chose d'extrêmement important et de très sous-estimé par beaucoup d'équipes. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça peut poser énormément de problèmes dans beaucoup d'équipes. La rétro, c'est vraiment censé être, ce que je disais au début de l'émission, c'est que le centre névralgique de l'équipe, c'est là où on est censé dire tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qu'on estime de notre point de vue qui est dysfonctionnel, et si de notre point de vue, quel que soit, qui soit-on dans l'équipe, qui qu'on soit dans l'équipe plutôt, dans ce cas-là, c'est un dysfonctionnement. C'est que l'équipe dysfonctionne au moins un minimum. Donc c'est quelque chose qui est important à écouter et important à comprendre pour pouvoir faire appliquer des changements. Oui, complètement. Surtout que je sais il y a beaucoup de règles un peu données par l'agilité sur certains rituels comme la rétro, et il y en a une qui est assez importante, qui est de ne pas parler des absents. Enfin, ne pas évoquer un souci ou un problème avec quelqu'un qui n'est pas présent, parce que bah, en fait, ça finit par... ça peut être très mal vu, ça n'apporte pas grand-chose, et du coup, bah, si les personnes les plus importantes sont pas présentes, bah, on Ça peut empêche jamais parler d'avancer. des vrais problèmes, quoi. Et Mmh. du coup, ça casse Oui, tout à fait. l'avantage d'une rétro, parce qu'on peut parler des problèmes, et ça peut se faire de toute façon très polie et sans aucune, comment dire, toucher, sans être touché personnellement, je sais plus le terme exact, mais voilà, sans Prise de toucher au décision. personnel, tout ça, enfin, on peut avoir des soucis entre collègues et être résolu. La rétro est là pour Oui. ça, mais Mhm. si la personne n'est pas là, bah, ça va juste être, ça peut pour le coup être mal pris parce que bah, on parle de quelqu'un qui est pas là, qui peut pas se défendre. Et je sais que ça c'est une règle qui est importante et voilà, ça en découle que bah, si on n'est pas présent, ça n'aide pas à ce que ces rituels aient un impact, l'impact qu'ils devraient avoir. Oui, complètement. Bah, surtout qu'on parle de points délicats, puisque c'est vrai que la rétro, c'est quand même un endroit où on vient parler des choses, enfin essentiellement de choses qui ne vont pas bien, même si, bien évidemment, un des points aussi essentiels, c'est de relever les choses qui vont bien. C'est important de dire quelque chose de toujours très sous-estimé, c'est que c'est vraiment important de dire quand les choses vont bien et quand il y a des choses qu'il faut bien et qu'il faut continuer à les appliquer telles quelles. Mais surtout, vraiment être capable de discuter des points qui ne vont pas. Et pour parler d'expérience, j'ai vécu pendant assez longtemps des rétros où les discussions étaient très animées. Néanmoins, il y avait pas de... La discussion ne s'envenimait pas. Ce n'était pas personnel entre les gens, mais c'était la construction de l'équipe. On cherchait à construire l'équipe, à savoir comment on allait mettre en place notre workflow pour que l'équipe fonctionne. Et les discussions étaient du coup très animées. Il y avait beaucoup de répondants, chacun avait des convictions, et il a fallu du coup pouvoir écouter un peu tout le monde. Et quelque part, ça prenait énormément de temps au début,
lors de la création de l'équipe, mais ça restait du temps extrêmement bien investi, puisqu'avec le temps, on a pu mettre en place des workflows qui fonctionnaient vraiment très bien, où l'équipe se sentait très à l'aise avec, parce qu'on a pris le temps d'exposer les problèmes. Et c'est quelque chose de très important, d'exposer les problèmes, mais aussi d'être capable de les écouter, de les entendre et de proposer des solutions. Donc c'est une grande étape qui prend du temps, mais ce n'est jamais du temps mal investi. Tout à fait. Sur la rétro, je pense qu'on a fait un petit peu le tour et moi j'aimerais beaucoup revenir sur un autre point avant de terminer cette émission, c'est le cadrage. Et du coup, je serais curieux de savoir un petit peu, bah, quel est ton point de vue, à toi, sur les différents cadrages qu'on peut avoir dans une équipe. Alors, les cadrages, j'ai l'impression qu'on a tous, enfin, d'une équipe à l'autre, ça peut être très différent. Je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un qui avait fait le même type de cadrage que moi. Je pense que je vais pouvoir donner que mon avis sur ce que j'ai vécu. Alors souvent, le Mhm. type que j'ai eu, c'est donc le product owner avait vu un peu en amont avec le lead tech la fonctionnalité qu'on allait cadrer. Et donc il y avait déjà un petit préambule qui avait été fait entre eux, et ensuite toute l'équipe était réunie pour en discuter entre nous, donner chacun nos points de vue, nos inquiétudes, voilà, et découper cette fonctionnalité techniquement. Souvent, c'était techniquement. J'ai pas eu de. Enfin, ça nous arrivait de remettre en question le fonctionnel quand on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais souvent, ça, on estimait que c'était acquis, que le product owner l'avait vu avec le métier, avec le client. Et donc, voilà, la fonctionnalité, c'était comme ça. Et maintenant, juste comment on va le faire techniquement. Et en général, alors, ça, pour le coup, là où j'étais avant, là où mes dénis, c'était pas très fun, ça allait, les refinements, mais c'est pareil, c'était très long parce que on pouvait faire un refinement de plein de tickets. Et du coup, bah, parce qu'on avait décidé qu'on avait 2h30 de refinement, donc pendant 2h30, on allait craquer des. Alors je dis refinement, mais du coup de cadrage. On va cadrer plein de tickets, et du coup, ça pouvait vraiment être très long, et du coup fatigant à la fin. Et là, par contre, aujourd'hui, c'est plus, on a telle fonctionnalité, et on va cadrer telle fonctionnalité. En général, on nous en a parlé un peu avant, au daily par exemple, avec le product owner, voire même on a pu assister à des échanges avec le métier ou le client dans certaines conditions. Et du coup, déjà, c'est un peu plus facile de cadrer un ticket dont on a déjà entendu un peu parler, dont on a déjà même pu un peu regarder dans la base de code ce que ça allait impacter. Mais ce que je trouve important, c'est de, pareil comme dans beaucoup de rituels, donner la main, enfin s'assurer que la main est bien prise par tout le monde, et donc d'avoir quelqu'un qui encadre ce cadrage de la bonne manière. Donc souvent le product owner, qui sait pas toujours le faire. Et ça c'est important. Donc je sais que nous, on utilise une interface où on se réunit tous, parce qu'on est tous souvent en distanciel. Et on donne la main à tour de rôle, et du coup on est sûr que tout le monde a donné son avis, a essayé de donner un peu son point de vue, et après on essaie de se coordonner sur un point de vue et un cadrage du ticket. Ok, bah dans ce que j'entends, dans ce que j'ai entendu du coup, je note beaucoup de choses très intéressantes. Et déjà, moi, un premier point que j'aimerais relever, c'est, tu dis que c'est souvent le product owner qui anime pour toi, dans ce que tu as vécu, le product owner qui anime les différents cadrages. Ouais, très souvent, c'est ça. Alors, souvent au début, en tout cas, il y a justement un cadrage du cadrage. Mhm. Donc, il va nous représenter le ticket, la fonctionnalité. Pas ticket, il n'y a pas encore de ticket, mais la grosse fonctionnalité. Et des fois, ça peut arriver que ce soit le lead tech qui puisse prendre un peu la main sur quel impact ça peut avoir sur le code. Mais je pense que ça dépend un peu des personnalités qu'on va retrouver dans ce cadrage, mais je sais que ça arrive où quelqu'un qui aime bien prendre un peu la main, qui va commencer à prendre le lead aussi en mode moi je vois ça, ça, ça à faire, vous en pensez quoi? Mais je pense que oui, très souvent au début en tout cas, c'est le PO qui va nous expliquer et qui va nous dire alors vous en pensez quoi? Mais après ça arrive Ouais. que ce soit quelqu'un d'autre qui reprenne la main, mais c'est plus rare. Donc, dans ce que j'entends, c'est que dans ton exemple, encore une fois, les tickets arrivent très souvent directement à ton équipe. Et du coup, je me demande, c'est est-ce que tu as déjà entendu parler, est-ce que tu pratiquais le Tres Amigos dans tes équipes? Non, ça ne me dit rien. Je ne Ok. connais pas. Moi, c'est vraiment
Un des rituels que j'aime beaucoup, que je trouve qui apporte énormément, mais qui est pour certains connu, le Tres Amigos, c'est vraiment la rencontre entre le QA, le PO et le tech lead pour précadrer les sujets et discuter des sujets en ayant le point de vue fonctionnel du PO, le point de vue des différents tests et différents jeux de données que nous pourrions avoir pour les tests par le QA et des contraintes techniques par le tech lead. L'intérêt, c'est de précadrer les sujets et de pouvoir arriver ensuite en refinement, que ce soit un seul refinement ou bien des refinements séparés, fonctionnels puis techniques, d'arriver avec déjà un tech lead, un PO et un QA qui sont totalement au courant des tenants aboutissants de l'ensemble des sujets. Donc aucun des trois ne découvre le sujet à ce moment-là, ce qui est quand même plus facile pour le cadrer avec l'équipe. Et permet aussi déjà de Mm. déblayer un petit peu le terrain sur certaines problématiques techniques qui peuvent être évidentes, mais que le PO n'aurait pas vu, et du coup de faire déjà quelques allers-retours avec les UX ou les métiers pour déjà restructurer un petit peu la chose. L'intérêt, c'est qu'ensuite, quand on arrive justement au refinement, on fait une présentation. Alors chaque mois dans mes équipes, on a toujours fait un refinement fonctionnel d'un côté et un refinement technique de l'autre, bien différencier les deux. L'intérêt, ça a été de... Alors, et là, justement, on va arriver sur un point que nous aborderons dans un prochain épisode qui va être la posture de dev. Mais l'intérêt, là, c'était vraiment de se dire que dans un refinement fonctionnel, on va prendre tous les devs, enfin toute l'équipe en fait, et discuter des tickets, mais uniquement en se concentrant uniquement sur le fonctionnel, en ignorant, entre grosses guillemets, la partie technique, puisqu'il y a toujours des contraintes qu'on ne peut pas ignorer, mais globalement, sans parler technique, de cadrer le fonctionnel, demander, poser toutes les questions qu'on pourrait avoir sur le fonctionnel au PO. Puis, une fois qu'on estime que fonctionnellement, toute l'équipe est OK sur la compréhension des différents tickets, on passe sur un renseignement technique qui nous permet là, notamment de chiffrer les tickets et de reprendre toutes les contraintes techniques que nous pourrions avoir et qui sont liées uniquement aux techniques. Ouais, Ça fonctionne en général plutôt bien. Mhm. C'est intéressant de voir que tu as carrément tout un point sur juste un refinement fonctionnel avec l'équipe. Je pense que nous, du coup, indirectement, on fait les deux en même temps. Oui. Parce que ça nous arrive de questionner le fonctionnel pour être sûr, par exemple, d'avoir bien compris. Et ça nous arrive 2, 3 fois où, en fait, la PO se dit, ah ouais, c'est vrai, je sais pas trop répondre à cette question, ou au niveau design, c'est vrai que ça va pas, je vais revoir avec le designer, je vais revoir avec les métiers pour telle ou telle question. Et ça nous arrive de recraquer, du coup, une deuxième fois le ticket s'il faut, la fonctionnalité s'il faut. Du coup, je me pose une autre question, parce qu'il y a une autre chose qui est souvent reprochée au rituel agile, c'est on a trop de réunions, ça nous prend trop de temps de travail, parce que quand tu dev, c'est quand même super agréable d'avoir une après-midi entière où tu vas pouvoir te concentrer sur ça. Et du coup, je me demande si avec ces refinements que tu as en plus, est-ce que tu te retrouves pas avec trop de réunions, surtout en tant que lead, où tu dois en avoir un peu plus. Est-ce que tu trouves pas que ça t'handicape un peu aussi d'une certaine manière? Alors, pour dire oui et non, quelque part, une réponse qui ne veut rien dire, bien sûr comme on aime, mais globalement, à la fois oui, il y a plus de réunions différentes, ça c'est sûr, parce que du coup il y a même tous les cadrages en plus auxquels on peut participer, donc il y a plus de réunions différentes. Mais le gros avantage, c'est que chacune de ces réunions est souvent plus brève et surtout mieux orientée. Il y a beaucoup moins de flottement, beaucoup moins de moments où tout le monde découvre les tickets. En fait, en prenant le bon temps pendant le Tres Amigos, on va déjà déblayer énormément de choses. Et quand on arrivera au refinement fonctionnel et technique avec les équipes, le refinement fonctionnel, on a déjà pas mal déblayé. Donc on arrive, on présente à l'équipe, l'équipe va prendre connaissance du sujet et nous remonter les points que nous n'aurions pas vus en plus. Mais c'est assez rapide. Les tickets, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ces refinements-là sont quand même assez courts. Et du coup, on peut libérer directement le PO avant de passer sur un refinement technique, où là, c'est pareil, comme on a déjà vu les tickets et les problématiques dans notre Amigos puis dans un refinement fonctionnel, et en fait, même l'équipe a déjà bien connaissance du fonctionnel, a eu le temps d'y réfléchir, et on passe très vite sur les sujets. Les sujets, on ne les découvre pas, on passe très peu de temps dessus, on parle technique, et ça nous permet même de nous prendre un peu de temps sur le refinement technique pour parler de tickets qui n'ont pas été présentés par un PO, puisque ça peut être des problématiques purement techniques qu'on viendrait ajouter en plus. Donc tout l'intérêt, il est là, c'est que oui, il y a dans l'agenda beaucoup plus de points, mais en termes de durée, on ne prendra jamais plus, parfois autant, voire de temps en temps moins de temps, en tout cas pour les devs,
Donc, en fait, c'est vraiment une problématique que j'ai réfléchi parce que je sais que, bah, comme tu l'as souligné, dans les équipes que j'ai eues, les devs ont toujours dit: «On a trop de réunions et ça nous prend beaucoup de temps et on n'aime pas avoir des réunions». Et pour moi, le tres amigos, c'est l'investissement du tech lead pour son équipe, pour à la fois faire gagner du temps, bah, au PO, au QA, en déjà préparant les sujets, et surtout quand Mm. on arrive devant l'équipe, quand on leur dit on va faire un refinement, c'est prêt. On vient les voir, on a quelque chose qui est déjà quasiment prêt, quoi. Et du coup, on limite au maximum le temps et l'investissement qu'on va leur demander en réunion. Et du coup, les gens sont en général plus motivés à venir et plus actifs. Donc, c'est effectivement un compromis en tant que tech lead de se dire, je vais faire ça en plus, mais du coup, c'est du temps que je vais économiser à toute mon équipe. Et ce temps-là, ils vont pouvoir l'investir pour du dev. Ouais, je vois. Effectivement, le Tres Amigos, c'est très intéressant et je pense que c'est ce qui est fait aussi dans mon équipe. C'est juste qu'on le voit moins. C'est pas forcément mis en avant. Mais du coup, souvent, c'est déjà. En général, ça se voit pas forcément, mais ça se ressent dans la façon dont les tech leads et les PO ont de facilité de prise en main des Ouais. sujets. C'est-à-dire que quand ils arrivent au refinement et qu'ils sont déjà au courant de tout, tout préparé, c'est que forcément, ils ont déjà discuté avant. Et ça se voit qu'effectivement, là, il y a de l'investissement de la part des équipes pour que ça se passe bien. Et ça fait, en général, ça induit des équipes qui tournent bien. Pour conclure en dernier point, on parlait des refinements fonctionnels. Moi, c'est un des points que j'affectionne aussi beaucoup parce que ça permet à l'équipe de vraiment prendre en main le fonctionnel. Parce que quelque part, oui, on fait du dev, oui, on aime le code, mais on ne livre pas du code, on livre un produit. Et sans produit, ça sert pas à grand chose de développer, à part pour faire de la veille, mais ça c'est un autre débat. Ça nous amène sur un point qui est quelle est la posture du développeur, qu'est-ce qu'on va attendre d'un développeur, qu'est-ce que le développeur peut apporter en plus dans ces discussions fonctionnelles. Ouais, complètement. C'est une partie moi, que je trouve passionnante, qui est une chance dans notre métier, c'est de pouvoir toucher à tellement de métiers et de fonctionnels différents. Moi, j'ai déjà eu la chance de faire dans l'immobilier, de faire dans du média, là, de faire dans l'éducation. Et c'est vraiment frustrant quand on nous prive d'être impliqué dans le fonctionnel en tant que développeur. Moi, j'ai déjà entendu des termes comme dernier maillon de la chaîne. Tu me disais que tu avais jamais entendu ça, donc tant mieux pour toi. Mais oui, c'est une très bonne question qu'on pourra avoir sur qu'est-ce qu'on attend et quelle est la posture d'un développeur. Exactement. Et c'est déjà la fin de notre épisode. Vous pourrez nous retrouver sur notre prochain épisode au sujet de la posture du développeur. Merci de nous avoir écoutés.